Transplantation rénale robotique entre receveurs obèses, IMC supérieur à 30 kg par mètre carré et receveurs non obèses. Monsieur le Président, Messieurs les modérateurs, chers maîtres, chers confrères, je suis Thomas Prudhomme, actuellement interne en urologie au CHU de Rangueil à Toulouse en 9e semestre et je vous remercie chaleureusement de me permettre de pouvoir présenter les résultats de cette étude prospective multicentrique européenne sur le résultat de la transplantation rénale robotique entre receveurs obèses et non obèses. Comme vous le savez, l'Organisation mondiale de la santé a défini l'obésité par un IMC strictement supérieur à 30 kg par mètre carré et un surpoids par un IMC strictement supérieur à 25 kg par mètre carré. En 2016, plus de 650 millions de personnes dans le monde étaient obèses et en 2011, aux États-Unis, 30 à 50% des patients en dialyse étaient obèses. Par ailleurs, plusieurs études de registre ont rapporté que l'obésité réduisait l'accès à la transplantation rénale. Alors pourquoi est-ce que l'obésité réduit l'accès à la transplantation rénale? C'est parce que la transplantation rénale chez les receveurs obèses par laparotomie conventionnelle présente des difficultés techniques avec des taux de complications post-opératoires, incluant les éventrations, les éviscérations, les infections cytopératoires et la formation de lymphocèles, qui étaient supérieurs chez les receveurs obèses en comparaison aux receveurs non obèses. Néanmoins, malgré ces difficultés techniques et ces taux de complications, la transplantation rénale, quand on la compare au maintien sur liste d'attente de transplantation, elle améliore la survie à long terme et la qualité de vie des patients receveurs obèses transplantés. Alors, la première transplantation rénale cœlioscopique robot-assistée, elle a été réalisée par une équipe américaine de Chicago en 2010 chez une patiente obèse morbide avec un IMC à plus de 41 kg par mètre carré. La durée opératoire totale était de 223 minutes, le taux de saignement inférieur à 50 cc, et il n'y avait pas de reprise retardée de fonction, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de nécessité de réaliser une séance de dialyse la semaine suivant la transplantation rénale. Suite aux complications et aux difficultés techniques de la transplantation rénale par laparotomie chez receveurs obèses que j'ai précédemment décrite, cette voie d'abord s'est progressivement développée et plusieurs centres se sont mis à développer cette technique chirurgicale. Et en 2015, l'Association européenne d'urologie a créé une section de transplantation rénale robotique, incluant 8 centres répartis sur 6 pays européens, dont l'objectif était d'évaluer prospectivement les résultats de ces transplantations rénales cœlioscopiques robot-assistées. Alors actuellement, dans la littérature, les principales séries rapportent que la transplantation rénale cœlioscopique robot-assistée chez le receveur obèse présente des résultats per et post-opératoires similaires à la transplantation rénale par laparotomie, tout en diminuant le taux de complications pariétales, mais aucune étude n'avait comparé la transplantation rénale robot-assistée chez les obèses et les non-obèses. L'objectif de ce travail était donc de comparer les taux de complications post-opératoires mineures et majeures entre les receveurs obèses, donc IMC strictement supérieur à 30 kg par mètre carré, en surpoids, entre 25 et 30, et à IMC normal, ayant une transplantation rénale robot-assistée de donneurs vivants. L'objectif secondaire était de comparer les résultats fonctionnels entre les receveurs obèses et les receveurs en surpoids et les receveurs à IMC normal. Comme je l'ai dit, il s'agit d'une étude du groupe européen de transplantation rénale robotique multicentrique prospective de juillet 2015 à septembre 2018. Les critères d'inclusion étaient toutes les transplantations rénales robot-assistées de donneurs vivants. Nous avons exclu les transplantations rénales robot-assistées de donneurs décédés et les patients aux antécédents de transplantation rénale. Concernant la technique chirurgicale, l'intervention était strictement la même entre les receveurs obèses et non obèses. La plateforme robotique d'Avinci SI ou XI pouvait être utilisée en utilisant 4 bras opérateurs. Le premier temps opératoire consistait à réaliser une bonne dissection des vaisseaux iliaques, puis le transplant a été introduit dans la cavité péritonéale afin de pouvoir réaliser les anastomoses vasculaires. Il est noté que le clampage vasculaire était réalisé avec des clampes Bulldog. On commençait comme par laparotomie par l'anastomose veineuse avec une anastomose terminolatérale sur la veine iliaque externe du receveur avec un fil de Gore-Tex 6.0. Et il était réalisé la même procédure pour l'anastomose artérielle
également avec une anastomose termino-latérale au fil de Gore-Tex. Puis le greffon était reperfusé et l'anastomose urétéro-vésicale était réalisée selon la technique de Liche-Grégoire, protégée systématiquement par une sonde double J, et un surjet anti-reflux était réalisé pour prévenir l'apparition de reflux vésico-urétéral. Vous avez ici les résultats esthétiques post-opératoires. Donc, nous avons inclus 169 transplantations rénales robot-assistées, 32 dans le groupe receveur obèse, 66 dans le groupe receveur en surpoids, 71 dans le groupe patient à IMC normal. La moyenne d'âge était statistiquement supérieure dans le groupe receveur obèse. La proportion d'hommes était plus importante dans le groupe receveur en surpoids. Et comme attendu, la moyenne d'IMC était statistiquement supérieure dans le groupe receveur obèse. Le taux de transplantation rénale préemptive, c'est-à-dire le taux de transplantation réalisé avant le début de la dialyse, était identique entre les groupes et le débit de filtration glomérulaire préopératoire était identique entre les groupes. Concernant les caractéristiques des transplants, le côté du prélèvement du transplant était similaire et les caractéristiques anatomiques des greffons étaient également similaires entre les groupes. Concernant les paramètres péropératoires, la durée à la console du chirurgien, la durée des anastomoses artérielles, veineuses et urétéro-vésicales était identique entre les groupes. La moyenne de saignement était également identique, ainsi que les taux de complications péropératoires et de conversion chirurgicale. Concernant les résultats post-opératoires, le taux de reprise retardée de fonction était identique entre les groupes, avec un taux à 15,4% dans la population globale. Le taux de complications post-opératoires précoces était identique entre les groupes et le débit de filtration glomérulaire à 1 an de suivi était également équivalent entre les groupes. En conclusion, il s'agit de la première étude multicentrique prospective comparant la transplantation rénale robot-assistée chez les patients obèses en surpoids et à IMC normal. Ainsi, la transplantation rénale robot-assistée chez les patients obèses présente des taux de complications per- et post-opératoires similaires à la transplantation rénale robot-assistée chez les patients non obèses. Et ainsi, la chirurgie robotique permettrait d'améliorer l'accès à la transplantation pour les patients obèses. Je tiens particulièrement à remercier les docteurs Doumer et Salousto qui m'ont aidé, accompagné tout au long de la réalisation de ce projet qui a été publié cette année dans le World Journal of Urology. Et je vous remercie pour votre attention. Eh bien, merci beaucoup, Thomas, c'était très clair. Y a-t-il des questions dans la salle? Alors moi, j'ai une question. En tant que modérateur, j'ai suivi, je suis arrivé un petit peu après. Je voulais juste demander, alors moi je suis orthopédiste, hein, donc je suis loin de ces choses, mais enfin on fait quand même des arthroscopies. Et je voulais demander si cette population des obèses et des surpoids avait utilisé exactement, tu l'as dit je crois, mais faire préciser, exactement les mêmes instruments que pour les gens maigres. Autrement dit, est-ce que dans la conception de la machine initialement, les concepteurs du Da Vinci ont envisagé cette problématique de l'obèse, qui est assez typique de nos pays occidentaux? Est-ce que c'était la conception initiale et donc finalement, il n'y a aucune différence? Je vous remercie pour votre question. Donc effectivement, on utilisait la même plateforme robotique, la même positionnement des trocars. La seule différence que l'on utilise pour les patients obèses, c'est qu'on utilise des trocars dits obèses qui sont plus longs. Mais sinon, c'est exactement la même procédure, le même matériel, hormis les trocars. Mais alors, si tu utilises des trocars plus longs, ça veut dire que les moteurs d'activation ont un bras de levier plus long. Et donc, on peut envisager quand même qu'il y ait une fatigue de l'appareil, ou voire une petite imprécision qui apparaît par la longueur du bras de levier, justement. Parce qu'au niveau robotique, ce n'est pas la même chose que de manipuler un outil qui fait 30 cm qu'un outil qui fait 45 cm de long. Comment est-ce Tout à fait. Oui, tout à fait. Et vous en tenez compte, vous, dans vos manipulations de Da Vinci?
En fait, un des éléments des rétracteurs du robot, c'est le fait que le robot ne présente pas de force de retour, si vous voulez. C'est-à-dire quand on est à la plateforme robotique, on ne sent pas la force de retour. Donc le force de oui, pardon. Et donc c'est mais a priori pour ces gestes-là, j'en parlais parce que je rapporte les résultats de l'étude. Comme je l'ai bien précisé, j'étais interne. Les interventions, elles sont réalisées par le docteur Doumerc et le docteur Salousto. Quand on en parle souvent avec le docteur Doumerc. Pour lui, vraiment l'avantage de la robotique chez ces patients-là est vraiment indéniable, du fait de pouvoir réaliser les anastomoses en ayant vraiment, si je peux dire comme ça, avoir les yeux au niveau des anastomoses. Alors que en parlaporotomie, on se retrouve souvent dans des… Le bénéfice est meilleur que l'inconvénient. Il y a une question. Est-ce que je peux, Richard, est-ce que je peux dire un tout petit mot, 20 secondes? Oui, bien sûr. Voilà, c'est simplement pour répondre à la question. Les gens ne savent pas qui tu es. Ah, Jean-Claude Coufinal, je suis chirurgien thoracique et vasculaire, je fais partie du bureau de l'Académie. Juste un tout petit mot pour répondre à la question. C'est un vrai problème pour les différents robots qui vont rentrer sur le marché. C'est la longueur, effectivement, des instruments. C'est deuxièmement la taille du trocar et de l'instrument, les 5 mm, les 12 mm, c'est important, et la rigidité de l'ensemble. Hein, c'est un point très important et ça sera un élément comparatif très important à observer. On a déjà le CMR qui est en route, mais il y a le Medtronic qui arrive. Et je pense que ces éléments sont très importants pour la chirurgie de l'obèse et pour la rigidité de la structure. Voilà, c'est tout. Merci Jean-Claude Coufinal. Il y a une question sur le chat qu'on va vous poser, mais au préalable, je voudrais vous demander si à Toulouse, au vu de ce que vous venez faire, il ne semble pas logique, en dehors de contraintes financières et autres, que toutes les transplantations soient faites sous robot. Parce que qui peut le plus, peut le moins. Et donc, éviter des cicatrices à des patients. Je sais bien que les cicatrices pour une transplantation ne sont pas énormes chez les gens maigres, ça ne pose pas un problème majeur. Mais finalement, pourquoi il n'y a pas une comparaison aussi chez les gens maigres entre robot et pas robot? Ou est-ce que ça existe dans la littérature? Alors, je n'ai pas compris qui parlait. Qui est-ce qui parlait? Richard Villet de l'Académie. Très bien. Merci pour votre question. Alors, pourquoi est-ce que toutes les transplantations rénales actuellement au CHU de Toulouse elles ne sont pas faites par voie d'abord célioscopique robot-assistée? C'est tout simplement déjà, premièrement, la difficulté d'accès à la plateforme robotique. On n'a qu'un seul robot pour l'ensemble des chirurgiens du CHU de Rangueil. Premièrement, ça c'est la raison la première raison. La deuxième raison également, c'est quand j'ai montré la vidéo de la chirurgie, je vous ai montré que les clampages vasculaires étaient réalisés avec des clamps Bulldog. Donc, il faut que les receveurs aient très peu d'athérome. C'est à la différence de la transplantation rénale par la porotomie, où on peut utiliser différents types de clamps vasculaires, des clamps de Baquet, etc. Là, on fait le clampage avec les clamps Bulldog, qui sont moins puissants que les clamps de Baquet. Donc, il faut vraiment avoir une sélection très précise des receveurs, mais également des donneurs, pour éviter de faire ce genre d'intervention avec des transplants qui ont 2, 3 artères, comme on peut parfois avoir, ce qui risque de compliquer la procédure chirurgicale. Donc, oui, je pense qu'actuellement, la transplantation rénale robotique, et on le voit dans le service, chaque année, de plus en plus d'interventions par voie d'abord robotique sont réalisées. Donc, évidemment, je suis persuadé que cette voie d'abord va se développer, mais je ne pense pas que plus tard, toutes les transplantations rénales soient réalisées par voie d'abord célioscopique, pour ces raisons. D'accord. Il y a une question de Philippe Bouffi sur le chat. Il n'y a aucune différence significative entre les groupes, mais le calcul d'effectif minimum a-t-il été fait avant l'étude pour chaque groupe? Merci pour cette question. Alors effectivement, ça avait été une des critiques des reviewers quand on avait essayé de publier l'article dans des on va dire des journaux à plus haut impact factor, c'est que notre puissance statistique
pour cette étude n'était que de 60%, et donc pour beaucoup de journaux, ça avait été une des limites mis en avant, parce que effectivement, en fait, on n'avait pas assez de puissance pour certifier qu'il n'y avait pas de différence statistiquement significative. Une question Hubert Joannet de l'Académie. Est-ce que vous avez diminué donc la durée opératoire en fonction de la learning curve? Et puis une autre remarque, c'est que est-ce que vous faites une différence entre les obèses, c'est-à-dire qu'il y a des obèses qui ont peu d'adiposité intra-abdominale avec une large cavité péritonéale, ce qui facilite beaucoup les choses, et d'autres qui au contraire ont une très petite cavité péritonéale avec une forte adiposité. Et je reviens un peu sur la réflexion sur les bras, la longueur des bras robotiques, etc., ce qui probablement doit poser quelques problèmes. Merci pour votre question. Donc, concernant la learning curve, j'en ai pas parlé dans cette étude-là, mais on vient de publier un article dans Programme Neurologie où sur les patients toulousains, donc tous les patients opérés par le docteur Doumerc, on a évalué sa learning curve et en fait, actuellement, il en a réalisé 35. Et à partir de la 14e, on avait une différence statistiquement significative sur la durée opératoire, sur le taux de reprise retardée de fonction, sur la durée d'hospitalisation. C'est vraiment à partir de la 15e, transplantation rénale. Attention à ceci, par contre, c'était un chirurgien qui avait déjà au préalable une très, très grosse expérience de chirurgie robotique, qui avait déjà réalisé plus de 1000 prostatectomies totales. Donc, ces résultats sont ceux du docteur Doumerc, mais est-ce qu'ils sont extrapolables à tout le monde? Ça, voilà. Concernant est-ce que l'IMC est réellement le meilleur marqueur pour définir l'obésité d'un patient? C'est également une piste sur laquelle le groupe européen travaille. Probablement que sur les prochains articles, on parlera plus d'IMC, mais plutôt de distance entre la paroi abdominale et les vaisseaux iliaques. Et également, il y a des travaux sur la sarcopénie des receveurs, où l'objectif est d'évaluer la surface des muscles psoas pour évaluer la difficulté de la transplantation rénale. Donc, plutôt que d'évaluer l'IMC, parce que c'est vrai qu'un IMC, dans le fond, ne veut pas dire grand-chose entre un patient sportif qui peut avoir facilement un IMC à 30 et un patient complètement sédentaire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que sur les prochains articles, on parlera plutôt de distance vaisseau iliaque, périmètre abdominal, enfin paroi abdominale ou ombilique. Voilà. Pour justement caractériser les obésités androïdes et gynéoïdes. Bien, merci. Il est 9h.